Bienvenue à nouveau sur Plotoria, tout le monde. Aujourd'hui, on démarre quelque chose de nouveau, l'épisode 1 de notre série hebdomadaire où, chaque semaine, on plonge dans un manoir différent de nouveaux mondes, un nouveau chaos, mais toujours nous. Et croyez-moi, on commence fort, des chevaliers, des démons, des compétences, et un protagoniste qui speedrun le traumatisme comme si c'était une discipline compétitive. Si vous aimez la dark fantasy, les destins brisés, et les héros qui regardent le monde droit dans les yeux en disant « Non, je ne mourrai pas comme prévu », vous êtes au bon endroit. Ou peut-être pas. Petit avertissement, cette histoire ne démarre pas doucement. Elle commence par un champ de bataille, un nombre de morts conséquent, et une très mauvaise décision qui devient toute la personnalité de quelqu'un. Alors prenez un encas, installez-vous confortablement, et regardons un futur boss final, tenter de réécrire sa propre fin à un choix insensé après l'autre. Très bien, commençons. La lumière de la lune recouvre le champ de bataille d'un éclat argenté, les étoiles éparpillées au-dessus comme des témoins qui n'interviendront pas. Une formation de chevaliers en armure se tient prête et rigide, le métal captant la lueur tandis que leur souffle se transforme en buée dans l'air nocturne glacé. Puis une voix tranche le silence sèche, autoritaire attirant toute leur attention vers l'avant et crispant leur prise. Le commandant crie l'ordre de charger, désigne la silhouette solitaire devant eux comme un démon et ordonne sa mise à mort. Les chevaliers s'élancent, les bottes raclant la pierre, les boucliers se levant dans la ruée. Le soi-disant démon agit le premier, partant en sprint droit à travers la ligne adverse, l'intention verrouillée sur l'homme qui aboie encore ses ordres. Il incline sa course vers le commandant, épaules basses, l'épée déjà en mouvement. La lame décrit un arc unique et net, décisif, traversant l'espace où se tenait le commandant en train de commander. L'homme s'effondre en plein milieu de sa phrase, son autorité s'arrêtant aussi brutalement que sa vie, son corps frappant le sol avant même que l'écho de l'acier ne s'éteigne. Leçon de leadership du jour, ne faites pas de monologue à portée d'épée. Le démon ne s'arrête pas parmi les corps. Il plante ses pieds, se penche, et plaque une main contre le sol sous lui. La puissance répond instantanément, rampant depuis sa paume tandis qu'une vague de flammes violettes jaillit et se déploie sur le champ de bataille. Finalement, l'appeler démon n'était pas tant une insulte qu'un diagnostic précoce. Les flammes s'étendent rapidement, basses, léchant les armures et engloutissant chaque chevalier sur place. Aucune fuite, aucune tentative de réformation, seulement des corps qui s'effondrent tandis que le feu les consume, laissant le silence derrière lui. Quand la lumière disparaît, plus rien ne bouge à l'exception du démon lui-même. Il respire difficilement. Toute sa force le quitte d'un coup. Il tombe à genoux au milieu du sol calciné, les épaules affaissées, la respiration déchirant sa poitrine en inspiration saccadée. L'épuisement le cloue là, la tête baissée, l'épée pendante et inutile à son côté. Puis quelque chose change à la lisière de sa perception. Il relève la tête et se tourne, ses yeux suivant un mouvement alors qu'une silhouette solitaire s'approche à travers les ruines. Une chevalière apparaît, cheveux rouges éclatants dans l'obscurité, sa posture tendue par la douleur et la colère. Elle s'arrête à quelques pas, le visage crispé, et l'appelle par son nom Nox von Lienhabe. Sa voix tremble tandis qu'elle l'accuse d'avoir passé un pacte avec le diable, d'avoir trahi tout ce pourquoi il se battait. Les mots frappent fort, faits pour blesser autant que pour condamner. Nox continue de respirer, se stabilisant avant de répondre. Il regarde au-delà d'elle, vers le champ dévasté, et laisse un sourire faible effleurer ses lèvres minces et épuisées. Puis, de ce point de vue, dit-il, cela ressemble sûrement à une trahison mais il affirme que ce sont eux qui l'ont abandonné en premier. La frustration fissure son calme. Elle réplique sèchement, lui ordonnant d'arrêter de tordre les mots et d'expliquer quand il est devenu comme ça. La question reste suspendue, lourde, exigeant un commencement. Nox relève le regard et dit que son histoire n'a pas commencé par un pas en avant. Elle a commencé comme un crash soudain et violent. Le monde se fracture. Un écran de notification s'illumine et annonce la fin de la première partie d'un jeu appelé Iné Lunatique, le nombre total de complétions atteignant 27. Derrière l'écran se trouve Yu-chan, le bureau en désordre. Les yeux fatigués mais satisfaits, il prend note des objets rares obtenus et des objectifs cachés accomplis.
Mais cette satisfaction ne dure pas. Une vérité plus silencieuse s'impose, le fait qu'on lui a annoncé qu'il mourra le mois prochain. La pièce semble se refermer tandis que les souvenirs le ramènent 2 ans en arrière, dans des couloirs d'hôpital et des bureaux stériles. Les médecins lui avaient demandé de rester calme, d'écouter attentivement. Les tests avaient été refaits encore et encore, les résultats se répétant avec une constance cruelle. Aucune solution proposée, seulement des antidouleurs et des instructions pour les prendre quand la douleur deviendrait insupportable. La façon moderne de la médecine de dire « bonne chance ». Rien d'autre à faire. Se faire tester encore et encore, dans différents hôpitaux, sans aucun changement. Maintenant, il est assis seul, réalisant que 2 années entières se sont déjà écoulées. Il jette un coup d'œil au calendrier, et sans avertissement son corps le trahit et il se penche en avant, tousse, et du sang se répand dans ses mains. Il fixe les taches rouges, la compréhension s'installant enfin. Il ne crie pas, il ne panique pas. Il accepte la situation avec une clarté creuse, reconnaissant que s'obséder sur la faim ne la repoussera pas. L'acceptation ne la rend pas douce, elle la rend juste silencieuse. De nouvelles notifications retentissent, le ramenant à la réalité. Les confirmations de rendez-vous à l'hôpital s'empilent sur son écran, impersonnelles et automatiques. La solitude frappe plus fort lorsqu'il réalise que personne ne s'est inquiété de lui depuis le début de sa perte de mémoire et qu'il n'y a de toute façon plus personne à appeler. Son état le maintient enfermé, les murs se rapprochant jour après jour. Des papiers couvrent son bureau, groupe de soutien pour cancer en phase terminale, brochures religieuses, informations sur les soins palliatifs. Le poids de tout cela finit par céder, et il balaie les documents d'un geste tandis que des larmes s'échappent malgré lui. Yu-chan se tourne de nouveau vers l'écran. Le jeu attend, lui demandant s'il veut commencer une nouvelle partie. Avec tout le reste arraché, cela ressemble à la dernière chose qui lui offre encore un choix. Il tape un nom au quart et s'adosse à sa chaise, réfléchissant au type de personnage qu'il va créer. Un génie du mana, un maître de l'épée, des possibilités infinies défilent. Puis un avertissement interrompt ses pensées, listant les pénalités liées à l'accumulation excessive de talent et conseillant la retenue. Son regard glisse vers l'emplacement neutre vide, puis descend vers les traits négatifs. L'un ressort immédiatement, maladie terminale. Même le jeu n'y allait pas par 4 chemins. Il reste silencieux un instant, digérant l'information. Puis il rit un son bref et amer, réalisant que le personnage reflète exactement sa propre réalité. Il l'accepte quand même. L'écran de confirmation apparaît, et lorsqu'il valide, une sensation étrange le submerge. La pièce bascule, il tombe de sa chaise, le cœur battant à tout rompre tandis qu'une pensée le frappe, peut-être que cette fois, c'est vraiment la fin. À l'écran, un texte annonce la création réussie du personnage. Yu-chan pense être désormais familier avec l'idée de mourir. Mais si c'est vraiment la fin, il veut au moins partir selon ses propres conditions. Un autre message apparaît, l'informant que le nom du personnage a été modifié de force. Les pourcentages de synchronisation commencent à grimper 4, 6, 19 avant de se figer brutalement à 71. Le système déclare les paramètres terminés. Quand la conscience revient, la première chose qu'il ressent est l'incrédulité. Yu-chan se redresse et observe des environs étrangement familiers, le doute et l'émerveillement se percutant. Il avance vers un miroir, les pas prudents, comme si le monde pouvait se briser s'il allait trop vite. Le reflet qui le fixe paraît à la fois faux et familier. La reconnaissance le frappe de plein fouet et il est devenu Nox von Lien-Abe, le pire personnage de ce jeu maudit. Toutes les informations affluent soudainement dans son esprit. La famille Lien-Abe est puissante, l'une des 3 familles les plus fortes utilisant l'élément des ténèbres. Elle est liée à Lunatic, une organisation criminelle dans le jeu. Et Nox est le plus jeune de la famille. Le nom Lien-Abe est associé à une maîtrise exceptionnelle de l'épée. Cependant, Nox est la seule exception à la règle. Il déteste sa chance, son destin, sa vie à cause de cela. Puis il fait quelque chose de stupide, il conclut un pacte avec quelque chose considéré comme interdit dans le domaine de la magie. Un pacte avec le diable. Devenant ainsi le pire fléau connu de l'univers d'inné lunatique.
Puis la réalisation s'abat sur lui, mêlant choc et excitation. Nox a 14 ans, est humain, et aligné avec les ténèbres. Yu-chan lit les détails tandis que la fenêtre de statistiques flotte devant lui, son excitation s'évanouissant rapidement lorsqu'il voit son endurance. 2 points. À peine en vie, même ici. Il fait défiler les traits. Une entrée neutre manifestation des ténèbres attire brièvement son attention avant que la liste de traits négatifs ne le tire de nouveau vers le bas. Maladie terminale, faiblesse, maladie fréquente, membre froid, possession. Le système ne ménage rien. Il indique son espérance de vie restante, 1 an. Nouveau monde. Même échéance. Au moins, le décor a changé. Et il comprend soudain, il est le personnage qu'il a créé avant de perdre connaissance. Il essaie de comprendre pourquoi il aurait choisi ça. Puis la réponse remonte, il voulait quelqu'un qui comprenne ce que signifie être seul et condamné, quelqu'un qui porte le même poids. Il ne s'attendait simplement pas à devenir cette personne. Une nouvelle alerte interrompt ses pensées, message non lu. La curiosité le pousse à l'ouvrir. Le message le salue en tant que Yu-chan puis se corrige, l'appelant Nox à la place. La précision le secoue. Yu-chan était un nom donné par des parents qu'il ne se souvient même pas avoir connu, un passé déjà brisé. Il se demande si celui qui l'a amené ici ne le connaît pas mieux que lui-même. Le système continue, expliquant qu'il ne se souviendra pas de tout, mais que le message doit être transmis. Il lui souhaite la bienvenue, notant avec désinvolture ses accomplissements au cours des 2 dernières années et affirmant qu'il mérite d'être ici. Les mots arrivent doucement, puis d'un seul coup. Nox reste là, abasourdi, incapable de concilier la familiarité du message avec son impossibilité. Et pour la première fois depuis son réveil dans ce corps, il ne sait pas s'il doit avoir peur ou espérer. L'idée que son ancien monde ait réellement disparu refuse de s'installer, rebondissant dans son esprit comme un mensonge que son cerveau rejette sans cesse. Le système répond calmement, admettant qu'il existe des parties de lui-même qu'il ne peut expliquer, mais affirmant vouloir l'aider. Le mot « aider » inquiète presque Nox, car rien dans sa situation ne semble généreux. Avant qu'il ne puisse insister, le système propose une voie à suivre. Il lui conseille de s'inscrire à l'Académie d'Elidin, de développer sa force, de rester proche des rails de l'histoire principale, promettant que la vérité se révélera naturellement. Alors que la présence du système commence à s'estomper, Nox s'exclame avec incrédulité, demandant si c'est vraiment tout ce qu'il obtient. Le silence lui répond. Seul, l'inquiétude se resserre dans sa poitrine tandis que ses pensées s'entrechoquent. Il a été réincarné en tant que boss final d'Iné lunatique. Oui, l'adolescent de 14 ans atteint d'une maladie terminale était le boss final. Et pourtant, on lui demande d'emprunter le même chemin narratif censé mener à sa mort. Peu importe comment il tourne la situation, la conclusion est la même. Suivre l'histoire principale signifie atteindre le moment où Nox von Lien-Abe est censé mourir. Son esprit s'emballe, refusant d'accepter cette fatalité sans lutter. Même si ce monde a remplacé la réalité, il n'abandonnera pas la recherche de ses souvenirs perdus. Il décide de suivre l'histoire principale de près, de découvrir pourquoi il a été amené ici, et de tout faire pour y survivre. Et si survivre l'exige, il assumera pleinement de devenir un vilain. La réalisation s'installe avec une étrange familiarité. 2 ans avant de perdre ses souvenirs, il vivait déjà sous une sentence de mort, chaque jour hanté par la peur de ce qui allait arriver. Mais malgré tout, cette vie était bien plus excitante que la précédente. La curiosité coupe court à ses pensées. Il demande au système la date actuelle. Quand il affiche le 4 février 1812, l'urgence le saisit immédiatement. Le temps est compté. Beaucoup trop compté. Il ne lui reste qu'1 an avant le début des inscriptions à l'Académie d'Elidin. Et avant sa mort également. La mâchoire serrée, il décide de commencer sa 28e tentative de clear, sachant que tout retard lui coûtera plus qu'il ne peut se permettre. Il tend la main vers la porte, et une douleur explose dans ses poignets. La peau rougit alors qu'il se fige en plein mouvement, les doigts se crispant par réflexe. Une notification apparaît, annonçant l'activation d'un trait négatif.
Le système l'explique de manière clinique. La maladie constante a déclenché une inflammation du poignet, niveau 1, et recommande du repos. Knox fixe le message et laisse échapper une malédiction étouffée. Il sort dans le couloir, serrant sa main contre sa poitrine. Chaque mouvement envoie une douleur sourde à travers son poignet, et une question inquiétante rampe dans son esprit: qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ce corps? Il ne s'est jamais senti aussi fragile. Puis il entre en collision avec quelqu'un. Une servante trébuche en arrière, le plateau qu'elle tient basculant tandis que la vaisselle s'écrase et se brise sur le sol. Elle sursaute, lève les yeux, et ses pupilles s'élargissent en le reconnaissant. Elle l'appelle par son nom: jeune maître Knox, la voix tremblant. Il baisse les yeux vers ses cheveux bruns et ses pupilles orange clair, et une étincelle de reconnaissance douloureuse éclate dans son esprit. Lona. Des fragments émergent. De vagues souvenirs de cette servante parlant mal de lui lorsqu'elle pensait qu'il n'écoutait pas. Knox observe ses yeux emplis de larmes, se demandant si cette figure fragile était vraiment la même fille que dans ses souvenirs. Il laisse le moment s'étirer, puis décide de lui pardonner. Pas avec gentillesse. Un sourire inquiétant se dessine sur son visage tandis qu'il envisage silencieusement le prix de ses futures erreurs. Lona se raidit, comprend l'avertissement sans qu'un mot ne soit prononcé, et hoche rapidement la tête. Le couloir semble étrangement silencieux. Majordome et servante observent, stupéfaits, comme s'ils attendaient une explosion qui n'arrive jamais. Knox remarque leurs expressions et se demande quel genre de vie ils menaient pour que le calme paraisse si anormal. Lona brise prudemment le silence, lui demandant où il va si tôt. Knox répond simplement qu'il se rend à la salle d'entraînement. Une onde de choc traverse les domestiques, l'incrédulité inscrite sur leur visage. Knox sourit à leur réaction et ajoute que Lona l'accompagnera. La peur traverse son visage tandis qu'elle tente de deviner ses intentions impliquant des épées en bois, mais elle obéit. Peu après, ils marchent ensemble vers la salle d'entraînement. En marchant, les pensées de Knox se replient une nouvelle fois sur elles-mêmes. La survie est devenue la seule règle qui compte. Ayant déjà frôlé la mort une fois, il refuse de la laisser le reprendre sans résistance. Il ralentit, la posture pensive, le regard absent. Ce monde est peut-être cruel, mais il a encore une chance. 27 parties précédentes ont rempli son esprit de connaissances auxquelles personne d'autre n'a accès. Iné Lunatique n'était pas célèbre uniquement pour son histoire d'ange, de démons et d'empire. Son véritable attrait résidait dans la profondeur de personnalisation du parcours du joueur. Les traits façonnaient absolument tout. Les traits de rang inférieur pouvaient être cumulés, mais les traits de génie étaient censés être rares, généralement limités à un seul. Et pourtant, il avait brisé cette règle. En exploitant l'analyse défaillante du système, il avait forcé l'ajout de 2 traits de génie. Génie en maniement de l'épée et génie du combat lui accordaient une maîtrise de la lame, tandis que génie d'ultra-sensibilité augmentait la sensibilité magique, rendant l'incantation bien plus efficace. En marchant, il dresse mentalement la liste des autres traits encore en sa faveur. Œil perceptif lui permet de voir le statut des autres. Acteur doué lui permet de s'adapter parfaitement à n'importe quelle situation. Cœur d'acier maintient son esprit stable en combat, quelle que soit la pression. Puis viennent les négatifs. La maladie terminale les écrase tous. Malédiction des faibles. Maladie fréquente. Mains et pieds froids. Possession. Il sait ce que cela signifie. Mains et pieds froids rendent les régions glacées mortelles sans compétence de réchauffement. Les maladies fréquentes garantissent au moins un effondrement par chapitre. Et la malédiction des faibles réduit de moitié la croissance tout en doublant la vulnérabilité aux affaiblissements. Pas à pas, il accepte la réalité. Il n'y a pas de raccourci. Seulement une progression prudente. Lona le regarde s'arrêter, perplexe, se demandant s'il a vraiment l'intention d'entrer dans la salle d'entraînement. Son incrédulité grandit lorsqu'il reprend sa marche droit vers la porte. Il l'ouvre. Le premier obstacle l'attend, la malédiction des faibles. Une condition présente depuis la naissance, étouffant le potentiel avant même qu'il ne puisse éclore. Épée en main, il commence à s'entraîner. Les mouvements sont maladroits,
ses bras tremblant bien plus tôt que prévu. Chaque coup lui coûte plus de force qu'il ne devrait. Le désespoir s'insinue alors que sa respiration devient lourde. Peu importe son analyse, la conclusion reste brutale. Il est condamné. Il s'effondre au sol, la poitrine haletante, fixant le plafond comme s'il lisait les premières lignes d'une tragédie qu'il connaît déjà trop bien. Il ne peut même pas balancer l'épée cette fois avant que son corps ne lâche. Le poids de la malédiction l'écrase. Il reste allongé là, haletant, la colère et l'épuisement se mêlant à parts égales. Son regard dérive, et il remarque l'abondance d'armes autour de la salle. C'est logique. La famille Lien Abbé est née de l'épée. On les appelait la haute maison de la lame et des ténèbres, maître de l'infusion de magie d'attributs sombres dans les lames. Leur héritage remonte avant Quiché, la lame noire de la domination, l'épée légendaire du commandant transmise de chef de famille en chef de famille. Alors que sa respiration se stabilise, ses pensées changent de direction. Naître dans une famille noble offre des avantages au-delà de l'escrime. La richesse, par exemple. Et ensuite, la richesse. Et encore la richesse. Un sourire se dessine sur son visage en y pensant. La fortune des Liens Abbé est si immense que même un plus jeune fils inutile comme Nox pourrait vivre confortablement sans jamais travailler. Il doute que son père, Théodore, se soit jamais soucié de la façon dont l'argent était dépensé. Ce genre de responsabilité ne correspondait de toute façon pas au caractère gâté de Nox. Après tout, il est le plus jeune fils d'une maison noble et son rôle dans cette histoire a toujours été douloureusement clair. Nox se force à se relever, les jambes tremblantes comme si elle voulait abandonner en plein effort. Le souvenir de la panique de Lona plus tôt lui traverse l'esprit, ses supplications pour qu'il ne l'entraîne pas dans ses punitions étranges, comme si elle parlait à une catastrophe ambulante dotée d'un titre noble. Quelques minutes auparavant, elle était arrivée avec une épée en bois et une serviette, les déposant comme si c'était une tâche matinale tout à fait normale. Même en le faisant, elle le fixait comme si elle ne savait pas s'il allait s'entraîner, ou commettre un crime. Et honnêtement, vu sa réputation, la question est légitime. Maintenant, de retour dans la pièce, Nox remarque qu'il n'y a personne d'autre. Il lève la main et fait signe à Lona d'approcher, comme s'il essayait de ne pas appeler un animal. Lona se raidit quand même, les yeux écarquillés, la voix faible, disant qu'il comptait la frapper après tout. Agacé, Nox lui demande de quoi elle parle, puis attrape son oreille. Il la tire vers lui assez près pour que ses épaules se tendent et se penche pour murmurer directement à son oreille. Lona recule d'un coup lorsqu'elle comprend, criant d'incrédulité comme si elle venait d'entendre le pire plan jamais formulé. Elle le regarde avec une indignation totale et lui dit que s'il veut vraiment acheter ça, vu que c'est à la fois très cher et complètement inutile. Nox ne négocie pas. Il la coupe sèchement, lui demandant si elle ose répondre à son maître. Lona avale sa salive, la voix tremblante tandis qu'elle accepte, puis se détourne pour partir avec cette obéissance hantée de quelqu'un qui a appris les règles de survie dans une maison noble. Nox reste en arrière, calculant déjà le calendrier dans sa tête. Il en a besoin pour demain, et il espère qu'elle ira vite. Il se sert du thé tandis que son esprit revient immédiatement au vrai problème, la malédiction, la faiblesse, et cette endurance pathétique qui s'effondre après quelques coups. S'il ne règle pas ça, il ne survivra à rien, ni à l'histoire, ni à l'académie, ni au duel. Une voix interrompt ses pensées avant qu'il ne s'enfonce trop. Un majordome entre dans la pièce comme s'il en possédait l'air lui-même. Rodwell de Ernarok. Nox le reconnaît immédiatement, et cette reconnaissance s'accompagne d'un poids qu'il ne peut ignorer. Rodwell n'est pas un simple serviteur, c'est le majordome en chef du domaine Lien Abbé, conseiller de Théodore Lien Abbé, le chef de famille. Un homme dont les paroles peuvent devenir des conséquences. Il le classe comme une menace majeure pour lui en début de jeu. La posture de Nox se raidit tandis qu'il envisage ce que cette rencontre peut signifier. Rodwell a-t-il remarqué quelque chose d'anormal? A-t-il entendu quelque chose? Son soudain « je vais m'entraîner » a-t-il déclenché des alarmes dans une maison qui s'attend à ce qu'il reste inutile à jamais? Il active son trait positif acteur doué et laisse le masque se mettre en place.
Il demande pourquoi le majordome en chef est ici, soulignant que l'attention de Rodwell devrait être tournée vers le chef de famille. Rodwell répond calmement, disant qu'il est venu sur ordre pour transmettre une information. Puis il lui dit clairement, Knox doit assister au dîner de ce soir. Les mots tombent, et Knox hésite, car il ne connaît pas assez bien la dynamique familiale pour entrer dans cette pièce sans danger. Il répond prudemment, exprimant sa réticence. Rodwell ne conteste pas ouvertement, mais la tension est là. Intérieurement, il semble se demander pourquoi le maître ordonnerait la présence de Knox au dîner. Puis Rodwell ajoute une autre information, une jeune demoiselle de la famille Stiéléné est arrivée, demandant un entraînement de chevalier. Il rend l'avertissement plus tranchant en restant simple. Si Knox refuse, cela risque de mettre le chef de famille en colère. Knox expire lentement, résigné, et ce soupir dit clairement qu'il n'a pas le choix, il sera présent. Rodwell l'observe d'un regard étroit et interrogateur, puis admet à voix haute que quelque chose lui semble étrange chez Knox aujourd'hui. L'expression de Knox se durcit immédiatement. Il demande si Rodwell a quelque chose à dire. Rodwell ne recule pas, il souligne l'évidence, Knox ne s'est jamais intéressé à l'épée. Alors pourquoi aller seul à la salle d'entraînement maintenant? Knox répond par un regard sévère, parfaitement contrôlé, laissant l'autorité se répandre dans l'air. Il avertit Rodwell de ne pas dépasser les bornes, lui rappelant qu'il n'est qu'un majordome et que les actes de Knox ne sont pas à interroger. Et si quelque chose comme ça se reproduit, il ne pardonnera pas. La phrase tombe, et Rodwell est visiblement déstabilisé. Il s'excuse, reconnaissant qu'il a franchi une limite. Knox s'éloigne sans aucune chaleur, laissant Rodwell derrière lui, l'esprit rempli de questions et la réalisation silencieuse que tout cela doit être rapporté. Dans sa chambre, Knox referme la porte et s'autorise enfin à respirer. Il reste immobile un instant, le temps de se ressaisir, il n'était pas prêt à gérer un événement comme celui-là aussitôt. Puis ses pensées reviennent sur la jeune Stiéléné, Talia von Stiéléné. Pourquoi est-elle ici si tôt? La nuit tombe, et le dîner devient exactement ce que Knox attend d'une famille noble, une pièce où les sourires sont une autre forme de l'âme. Hatz et Alan, des frères jumeaux, tournent leur attention vers lui comme s'ils attendaient toute la journée de s'adonner à leur passe-temps favori. Alan joue la surprise que Knox soit réellement venu, se plaignant que le repas est gâché par sa simple présence. Hatz en rajoute, lui demandant s'il regrette encore d'appartenir à la famille, et Alan répète la phrase comme s'ils exécutaient un duo soigneusement répété. Puis Alan vise plus bas, accusant Knox d'avoir battu une servante et un majordome. Hatz s'enchaîne en déclarant que Knox est une cause perdue. Knox ne scie pas. Il reste calme, parce qu'il sait qu'il ne l'a pas fait, mais ça fait quand même mal. La pièce change d'atmosphère lorsque Théodore von Lienrabe arrive. Knox le salue, pleinement conscient de la puissance qui s'assoit à la table. Et à côté de lui, il y a une fille. Une magnifique jeune fille aux cheveux rouges entre à son tour et se présente, Talia von Stiéléné. Théodore annonce qu'elle a demandé un entraînement de chevalier et qu'elle restera au domaine, demandant à tout le monde de l'accueillir chaleureusement. Knox la regarde et sent l'ironie le traverser comme une lame. Dans Iné lunatique, Talia est l'héroïne. Et le vilain, c'est celui qu'il porte désormais comme un corps. Théodore remarque la présence de Knox et admet qu'il est assez surpris. Puis il propose qu'il passe au repas, puisque tout le monde est là. Pendant que la nourriture et les conversations avancent, Knox observe Hatz et Alan se pencher vers leur père, clairement en train de préparer quelque chose. Hatz parle le premier, proposant qu'il est temps de décider qui entrera à l'Académie d'Élidin ensuite. Théodore y réfléchit, puis acquiesce au oui, il est temps. L'attention de Knox se tend immédiatement. L'Académie d'Élidin est la colonne vertébrale de l'intrigue principale d'Iné lunatique, l'endroit où les élèves affrontent des épreuves et combattent des démons. S'il veut suivre l'histoire tout en construisant sa propre puissance et ses propres alliés, il doit y être. Théodore explique la règle avec le ton d'un homme qui énonce une loi, pas une préférence. L'Académie d'Élidin n'autorise que 3 membres par famille, une limite destinée à réduire l'influence des nobles. Théodore a déjà utilisé 2 places pour son premier et son deuxième fils. Il ne reste donc qu'un ticket. Une seule entrée restante. Knox sent le poids s'installer dans son ventre.
S'il n'obtient pas cette dernière place, il perdra l'accès à l'académie, au chemin de l'histoire, et aux alliés dont il a besoin pour survivre. Il écoute, le visage maîtrisé, tandis que son esprit commence déjà à planifier autour de la phrase « quoi qu'il en coûte ». Il prend la parole avant que quiconque ne puisse vraiment s'approprier l'instant. Il conclut que Théodore propose un combat entre les frères. Théodore a l'air sincèrement surpris et il ne s'attendait pas à ce que Nox montre de l'intérêt pour l'académie. Mais il confirme. Un duel aura lieu dans la salle d'entraînement dans un mois, conformément à la tradition familiale. Le vainqueur gagne le droit d'entrer à l'académie d'Élidin. Hatz commence aussitôt à se moquer, disant à Nox de se taire pour ne pas se ridiculiser. Alan en rajoute, affirmant que Nox n'a jamais manié une épée, donc qu'il n'a aucune chance contre eux. Leur confiance n'est pas subtile, elle est assez bruyante pour devenir une arme. Nox, lui, répond calmement, tandis que Talia l'observe. Il lève son verre de vin et en boit une gorgée tranquille, laissant l'instant respirer. Puis il répond sans hausser la voix, ils pourront reparler après sa victoire. La table réagit immédiatement. Alan s'écrie, incrédule, comme si Nox venait d'affirmer qu'il pouvait voler. Nox ne bouge pas. Les provocations ne changeront pas le calendrier, et les insultes n'aiguiseront pas sa lame. Il regarde droit devant lui et déclare avec assurance que c'est lui qui ira à l'académie d'Élidin. Théodore est surpris. Mais Hatz et Alan brûlent de colère, comme si sa confiance était une insulte. Talia ricane à sa déclaration, commentant l'origine de cette confiance comme si elle s'amusait d'un garçon qui entre dans le feu. Nox lui jette un regard, et un malaise discret s'enroule dans sa poitrine. Attirer l'attention de l'héroïne de l'histoire n'est pas une victoire, parfois, c'est le début de l'exécution. Plus tard dans la nuit, derrière les portes et les titres, Théodore est assis dans son bureau et confirme ce que Rodwell a rapporté. Quelque chose a changé chez Nox. Théodore passe en revue toutes les possibilités de ce changement. Peut-être que Nox a été possédé par un démon. Non, ce n'est pas possible. Mais il admet une chose clairement, Nox a capté son attention. Et pour un chef de famille, l'attention n'est jamais inoffensive. Il ordonne à Rodwell de surveiller Nox de près. Le lendemain, Nox est à nouveau dans la salle d'entraînement, courant assez fort pour que la sueur assombrisse sa peau et que sa respiration devienne rude. Ses pieds continuent d'avancer, mais ses poumons donnent l'impression de déposer une plainte officielle. Non loin de là, des servantes parlent juste assez fort pour être impolies. L'une commente à quelle fréquence il vient ici. Une autre évoque le duel dans un mois, et le fait que Nox se mette soudainement à s'entraîner comme si sa vie en dépendait. Leur curiosité s'emballe, parce que dans leur tête, jeune maître Nox, et dévouement, n'apparaissent pas d'habitude dans la même phrase. Nox entend chaque mot. Pas vaguement, clairement, nettement, comme si le son lui était remis en main propre. Il cligne des yeux à travers la sueur et se demande s'il a un trait pour ça, parce qu'il est impossible que son ancien lui aurait capté autant de détails. À cet instant, un message du système apparaît. Son endurance a augmenté légèrement. Nox fixe le chiffre comme s'il l'insultait personnellement. Il marmonne, déçu, parce que l'augmentation est minuscule, et que l'endurance n'est pas un « bonus sympa » pour lui. C'est le mur devant tout le reste. Sans assez d'endurance, les traits génie en maniement de l'épée et génie du combat ne sont qu'une porte verrouillée dont la clé a été jetée dans l'océan. Il connaît l'exigence. L'endurance doit atteindre 4 pour que le trait puisse être réellement exploité. N'importe qui d'autre, dans le jeu, aurait plus de 4 d'endurance dès le départ. La frustration lui chauffe le visage plus que l'entraînement. La malédiction divise la progression par 2, et le trait de maladie terminale l'écrase de l'autre côté comme une botte. Le calcul devient cruellement simple. Pour gagner ce que les autres gagnent naturellement, il doit travailler 4 fois plus dur juste pour récolter des miettes. Le poids de cette réalité lui reste sur les épaules, même quand il continue de bouger. Mais il se force à repousser le désespoir, parce que si noyer n'augmentera aucun stat. Un bruit à l'entrée attire son attention. Lona arrive, poussant un chariot roulant rempli du matériel qu'il avait exigé hier. Nox se tourne vers elle, surpris qu'elle ait réussi aussi vite.
Il la salue, et dès que les fournitures sont devant lui, sa confiance change. Les pièces sont là. Maintenant, le plan peut vraiment avancer. Lona regarde le chariot comme si c'était une bombe. Elle demande pourquoi il a besoin de tout ça, soulignant à quel point c'est dangereux et combien ça a dû coûter. Elle pointe même le parchemin et suggère que c'est la seule chose qui ait l'air vaguement utile. Nox répond calmement, insinuant que le problème n'est pas le matériel. Le problème, ce sont les gens. Les gens ne savent tout simplement pas s'en servir. Ils n'expliquent pas davantage. Il se baisse, attrape une fiole d'élixir, et la boit d'un seul trait brutal, comme s'il voulait prouver quelque chose à sa gorge. Lona panique instantanément, criant que c'est du poison. La peau de Nox se couvre de sueur quand les effets le frappent, et il admet oui, c'est puissant. Une notification clignote. Il a consommé le poison du serpent à 3 têtes, et son endurance augmentera temporairement de moitié. Puis le système ajoute la partie qui fait sortir l'âme de Lona de son corps, son compteur de mort a démarré, et il lui reste 10 minutes avant de mourir. La peur de Lona se transforme en action. Elle crie qu'elle va appeler le majordome en chef. Mais Nox l'arrête et lui dit d'attendre. Il connaissait 2 façons d'arrêter un poison. La première impliquait d'aimer la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Malheureusement, cette option n'était pas disponible dans ce monde. Sinon, il serait déjà abonné à Plotoria. Alors, avant que Lona ne puisse protester encore, il prend la deuxième option à un noyau de golem et l'avale, ignorant ses supplications. Lona manque de s'étouffer avec sa propre panique, hurlant que ce noyau n'est pas fait pour être consommé. Une autre notification apparaît. Il a consommé le noyau d'un golem, et il sera lentement pétrifié. Pendant une seconde, on dirait que Nox est en train de speedrun ses propres funérailles. Puis le système lui balance autre chose. Un effet caché s'est activé. Le poison du serpent à 3 têtes réagit avec le noyau de golem. L'expression de Nox change, satisfaite, comme si le chaos était exactement à sa place. Il sait à quoi servent normalement les noyaux de golem pétrifier des victimes, booster la défense rapidement, voire créer des golems artificiels. Mais combiné à ce poison précis, il se passe quelque chose de spécial. Les notifications s'empilent. Un effet spécial s'active. Le poison du serpent est dilué. Et puis apparaît la ligne qu'il attendait, la malédiction des faibles disparaît. Le corps de Nox reste sur place, mais le soulagement à l'intérieur est assourdissant. La malédiction qui écrasait sa progression a disparu. Lona, elle, ne partage pas la joie. Les larmes lui montent aux yeux tandis qu'elle le fixe, terrifiée à l'idée qu'il soit en train de mourir. Elle a exactement l'air d'une servante qui vient d'aider son maître à s'effacer de la vie. Nox ignore la peur et commence à déboutonner sa chemise. Lona se couvre aussitôt les yeux, balbutiant, choquée et gênée, comme si elle venait de se faire frapper par un scandale inattendu. Nox attrape ensuite une autre fiole et verse l'élixir sur sa tête. Le liquide coule sur ses cheveux et son visage, dégouline sur ses vêtements. Une nouvelle chaîne de notifications apparaît. La rosée de la fée du souvenir contre la pétrification du noyau de golem. Un autre élément caché s'active. Puis la récompense se met en place, un trait temporaire, bénédiction de croissance, accordé par l'interaction entre la rosée et le noyau. Le sourire de Nox revient, satisfait, parce que le plan se déroule exactement comme prévu. Le système explique l'effet, la bénédiction de croissance doublera sa progression d'endurance jusqu'à ce qu'elle atteigne 5. Il ne reste plus qu'un seul objet sur le chariot. Le parchemin. Nox le prend et l'utilise immédiatement. Une notification confirme l'activation du parchemin de croissance rapide d'endurance. Sa vitesse de progression d'endurance est doublée. Nox reste là, trempé d'élixir, calculant la nouvelle réalité. La malédiction a disparu. La bénédiction atténuera les malus de la maladie terminale. Le parchemin s'empile avec le reste. Selon son estimation, son taux de progression actuel devrait maintenant être 2 fois supérieur à celui des autres personnages. Ce qui signifie que son endurance peut atteindre 4, et que le trait d'épée s'ouvrira enfin à une vraie utilité. Et soudain,
un mois ne ressemble plus à une condamnation à mort. Lona n'encaisse pas le choc émotionnel. Elle se jette sur lui, s'accroche, manque de le faire vaciller. Ses yeux pleins de larmes scrutent son visage tandis qu'elle lui demande s'il va bien. Nox grimace, agacé, et lui dit d'apporter une serviette. Mais en la voyant trembler comme si elle allait se briser, il adoucit sa voix. Il sourit et lui dit qu'il va bien. Lona insiste encore, il devrait se reposer, il devrait appeler le majordome en chef, il faut faire quelque chose. Nox répète il va bien. Lona lève les yeux et demande ce qu'il compte faire maintenant. Nox répond d'un seul mot, comme un ordre au monde lui-même. Courir. Et puis il fait exactement ça. Nox et Lona sprintent à travers la salle d'entraînement, une vitesse si nette qu'elle attire les regards. Non loin, Talia les observe, les yeux suivant chacun de leurs mouvements. Talia suit Nox depuis un moment, et sa confusion se transforme en irritation. Elle se demande pourquoi quelqu'un d'aussi faible accepterait un match contre ses frères, dès le départ. Sa servante, Emma, tente de détourner son attention et lui rappelle l'étiquette ne pas parler d'un membre de la famille Lien-Abbé. Talia coupe Emma. La frustration perce dans sa voix lorsqu'elle souligne l'évidence, Nox ne fait que courir, il ne s'entraîne même pas à l'épée. Il a même refusé l'aide des chevaliers Lien-Abbé. Dans sa tête, il signe pour se faire écraser dans un mois, alors pourquoi est-ce que ça l'agace autant? Pourtant, l'agacement ne la lâche pas. Alors elle bouge. Talia dit à Emma qu'elle revient tout de suite, puis marche vers la salle d'entraînement. Elle s'approche pendant que Nox se repose, et se présente, donnant son nom directement. Nox lève les yeux, tandis que dans sa tête, c'est la panique. Il demande ce qu'elle veut et mentionne qu'il a déjà entendu son nom. Talia rougit face à sa froideur, comme si lui-même venait de la famille Stiéléné. Mais dans ses pensées, elle se dit surtout qu'il doit être stupéfait par sa beauté. Puis elle l'affronte. Elle lui demande s'il croit vraiment pouvoir battre ses frères, et si c'est pour ça qu'il a accepté le match. Elle désigne ce qu'il fait de courir et lui demande s'il pense pouvoir gagner juste en sprintant comme ça. Et ensuite, elle propose son aide. Direct, net, comme si elle lui tendait une bouée qu'il serait fou de refuser. Nox refuse quand même. Il lui dit de dégager, d'un ton calme et plat, sans le moindre intérêt pour son soutien. Talia se fige, choquée qu'on lui parle comme ça alors qu'elle offre de l'aide. Elle rougit en réagissant à voix haute, offensée par son rejet. À côté, Lona regarde et se dit que si Nox continue à parler comme ça, toutes les filles du continent vont le détester. Talia cesse d'essayer. Elle se détourne de la salle d'entraînement, clairement contrariée, et commence à partir avec cette énergie crispée et vexée de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Nox attend qu'elle s'éloigne. Puis il active œil perceptif. Sa fenêtre de statut s'ouvre, et il l'étudie. Ses stats sont impressionnantes, surtout l'endurance, bien au-dessus de celle de la plupart des hommes adultes. Même si elle n'égale pas encore les plus grands maîtres épéistes du continent ni les 4 grands mages, elle a le potentiel pour atteindre leur niveau. Il remarque sa magie d'attribut feu et comprend exactement ce que ça signifie dans cette histoire. Elle peut combattre les démons. Elle peut s'élever. Et dans un futur proche, ce feu s'éveillera en flammes blanches. Ces flammes serviront à brûler la version corrompue de Nox. En faire une alliée n'est pas une option, l'avenir changerait trop drastiquement. Mais le chemin est tranchant comme une lame, il doit encore suivre l'histoire originale tout en esquivant la mort qu'elle a été construite pour lui livrer. À quoi bon avoir une bonne relation avec quelqu'un destiné à vous planter une épée dans la poitrine? Un mois entier passe. Talia marche dans un couloir avec des pensées assez bruyantes pour remplir l'espace. Elle repense aux compliments qu'on lui fait parce qu'elle apprend vite, et au poids des attentes liées au non-stiéléné. Mais les louanges n'effacent pas l'ombre dans sa poitrine. Parce que, peu importe sa vitesse d'apprentissage, elle se compare toujours au talent exceptionnel de sa sœur. L'écart lui paraît définitif. Et elle se surprend à se demander si elle a seulement le droit de rêver de devenir chevalière. Alors elle se rappelle ce qu'un chevalier est censé être. Pas quelqu'un avalé par l'avidité. Quelqu'un de discipliné,
capable de se sacrifier pour quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas seulement une morale, c'est la forme, l'escrime, la technique correcte. Cette maîtrise qui se voit dans la posture, la prise, et dans la façon dont vous bougez quand la lame est dans vos mains. Puis ses pensées glissent vers Nox. Un garçon qui s'entraîne en courant et pense pouvoir battre des frères qui s'entraînent depuis des années, et cette idée ne se pose pas. Elle n'y croit pas. Elle pense qu'il n'a aucune chance. Le lendemain arrive, et l'arène du duel est bondée. Au centre, Nox et Alan se font face tandis que les spectateurs se massent autour, venus voir le combat officiel qui décidera qui aura le droit d'entrer à l'Académie d'Elida. Même Psylla, la première épouse de Théodore, est présente, s'assurant que ce moment soit correctement témoigné. Non loin, le majordome en chef se tient assez près pour entendre le chef de famille l'appeler. Théodore lui demande ce qu'il pense qu'il va se passer. Le majordome donne la réponse évidente, Alan gagnera très probablement. La famille s'attend à ce résultat aussi. Mais intérieurement, le majordome hésite, parce que la question du chef de famille ressemble à un piège, comme s'il voulait entendre autre chose. Même avec les changements récents de Nox, l'idée que Nox puisse gagner lui paraît absurde. Il sait ce qu'est la vraie compétence à l'épée. Complexe ou simple, peu importe ce qui compte, c'est jusqu'où va ton entraînement et combien de dévouement tu y mets. Et pour dépasser quelqu'un qui a déjà de l'avance, il n'y a qu'une seule voie. Un mur écrasant de talent, qui force l'autre à s'agenouiller. Le majordome se demande si Nox possède ce genre de don inné. Et avant même qu'il ne puisse se fixer sur une réponse, le chef de famille reprend, admettant que la chance n'est peut-être pas nulle. Après tout, le plus jeune fils porte le sang des liens abbés et peut-être, juste peut-être, ce sang cache le talent d'un empereur de l'épée. Sur le terrain, Nox reçoit une notification qui claque comme une gifle, génie en maniement de l'épée et génie du combat est inactif. Il serre les dents, se disant que sa chance doit être en négatif, parce que malgré tout, il n'a toujours pas atteint 4 d'endurance. Son endurance est à 3,8. Assez proche pour se moquer de lui, assez loin pour le ruiner. Quelques jours plus tôt, il courait encore, poussant à travers la sueur et l'essoufflement, regardant plusieurs notifications se déclencher tandis que son endurance grimpait en minuscule plus 0,1. À côté de lui, Lona courait aussi, épuisée, se plaignant et demandant si elle devait vraiment continuer à faire ça avec lui. Nox essuya la sueur de son visage et répondit comme si c'était la chose la plus simple du monde. « Je souffrirais tout seul, enfin, je veux dire, je serais seul sans toi. » Les yeux de Lona devinrent humides et il venait de laisser échapper la vraie raison. Nox lui fourra une serviette dans les mains et lui donna une autre tâche. Elle gonfla les joues, comme si elle voulait refuser mais ne pouvait pas. Nox la taquina, l'accusant de le maudire dans sa tête. Lona nia immédiatement puis sortit une excuse. Nox eut un petit rire, et pendant une seconde, la course a presque l'air normale. Puis la curiosité le frappe. Il pense à utiliser œil perceptif sur elle, juste pour voir. Quand il le fait, le chiffre le choque. L'endurance de Lona est à 4,5. Plus haute que la sienne, même après tout ce grain. Nox fixe, stupéfait, réalisant que la famille Lien AB est tellement absurde que même une servante a une endurance au-dessus de 4. Et que son endurance est plus basse que celle d'un personnage secondaire. Maintenant, de retour sur le ring, Alan parle le premier. Il dit à Nox qu'il devrait simplement abandonner. Il fait même semblant d'être attentionné, disant que Nox est la honte de la famille et qu'il ne veut pas le battre trop sévèrement. Les yeux d'Alan glissent vers Talia, et la vérité déborde. Il veut l'impressionner. Et il pense que Nox va l'aider à le faire. Nox penche légèrement la tête, incertain de savoir si c'est courageux ou stupide. Puis il regarde l'endurance d'Alan 8. Il lui faut quelque chose pour le battre, sinon tout ça ne sert à rien. L'esprit de Nox bascule instantanément, cherchant une solution. La voix de l'arbitre tranche la foule et annonce officiellement le duel entre Nox et Alan pour le ticket d'admission à l'Académie d'Elida.
Il clarifie les règles, les deux doivent accepter le résultat, et aucune objection ne sera tolérée. L'air se tend autour de ces mots, parce que dans cette famille, la tradition, c'est juste de la violence avec de la paperasse. Nox sent la nervosité se répandre dans son corps, parce que ce duel n'est pas qu'une histoire d'orgueil. Tout en dépend. Il a besoin de ses souvenirs, il a besoin de réponses, et il doit atteindre le cœur de cette lettre parce qu'une fois l'année de sursis terminée, sa vie cesse d'être une menace et devient un compte à rebours. L'arbitre demande une dernière fois s'ils sont prêts. Puis il déclare que le duel commence. Alan bouge le premier, entrant dans l'attaque avec un coup d'épée. Nox se décale rapidement sur le côté, esquivant proprement, les pieds glissant juste assez pour laisser la lame passer. Alan ne s'arrête pas. Il enchaîne avec un coup de pied. Nox lève son épée pour bloquer, mais la force le repousse quand même, les bottes raclant le sol, l'équilibre mis à l'épreuve. Alan félicite sa défense comme s'il complimentait un chien qui a appris un tour. Puis Alan continue. Une nouvelle série d'attaques force Nox dans un rythme défensif, acier contre acier, pendant que Nox tient sa position et encaisse la pression. Dans la tête de Nox, une seule vérité tourne en boucle, et lunatique n'est cohérent que d'une seule manière. S'il perd, il perd tout. Mais s'il gagne, il reprend son destin. Au milieu de cette pensée, un message du système clignote. L'endurance augmente de 0,1. Le système lui tapote gentiment la tête et lui souffle qu'il y a peut-être une voie. Utilise ton cerveau. Et il le fait. Le visage de Nox se relève en un sourire si lumineux que ça paraît presque déplacé au milieu d'un duel. Parce que cette minuscule augmentation signifie tout. Ça veut dire que le duel lui-même peut lui offrir le monde qu'il veut, s'il peut juste pousser assez loin. Il se moque d'Alan pour le provoquer. Alan voit ce sourire et suppose que le cerveau de Nox a été secoué. Il se moque à son tour, lui demandant s'il a pris trop de coups à la tête, et il continue d'attaquer, disant que quelques coups de plus le feront peut-être se sentir mieux. Sur le côté, Psylla observe avec une confiance calme, s'imaginant déjà son fils comme le dernier enfant à entrer à l'académie d'Elida. Puis Alan lance une attaque plus lourde. L'impact envoie Nox au sol, et ce moment ébranle juste assez la confiance de la foule pour que des murmures s'échappent. Psylla surprend une remarque dégoulinante de mépris. Pathétique. Elle se tourne et voit le chef de famille afficher une déception froide sur son visage. Les pensées de Psylla se durcissent, comme un serment. Théodore continue, sans même cacher son ennui. Il admet qu'il attendait de voir ce qui avait changé chez Nox, mais que cette prestation est décevante. Le majordome en chef, inquiet, propose d'arrêter le duel, sachant que Nox mettrait longtemps à se remettre si ça continue. Le chef de famille compare Alan et Hats à son premier fils, et les trouve insuffisants. Son esprit dérive vers une idée qu'il refuse d'avaler, aucun de ses fils n'a ce qu'il faut pour dominer le monde. Et il ne veut pas accepter cette réalité. Il soupire, et pense que peut-être, il ne mérite pas d'hériter de Vanquiché, la lame noire de la domination. Puis il se décide enfin, se lève de son fauteuil, prêt à mettre fin au duel. Et à cet instant précis, sur le ring, Nox reçoit un nouveau message endurance plus 0,1, encore. Le chiffre franchit la ligne. Et immédiatement, le système confirme ce qu'il poursuivait depuis le début. Génie en maniement de l'épée et génie du combat s'active. Nox éclate de rire, fort, incontrôlable. Au point qu'Alan croit qu'il a perdu la tête. Puis Nox active une compétence, et un nouveau message apparaît, temps du génie activé. Théodore remarque le changement immédiatement et le fixe, les yeux grands ouverts. Les pensées de Nox s'emballent. On dit que les génies et les simplement talentueux ont chacun leur moment. Et là, il le sent. C'est son moment. Le monde ralentit. Tout autour de lui s'étire au ralenti, comme si l'air s'était épaissi et que le temps était devenu plus lourd. Les mouvements d'Alan deviennent lisibles, retardés, tandis que le corps de Nox se sent plus rapide, plus net, capable de réagir avant que le danger ne devienne des dégâts. Il sait qu'une compétence comme celle-là est difficile à manier. Mais maintenant que le trait est actif, il lui permet de tenir l'avantage sans s'effondrer. Nox attaque. Son coup tombe avec force et précision,
et l'épée d'Alan est éjectée et elle glisse hors de sa prise, le laissant soudain sans défense. La détermination de Nox se durcit en voyant la victoire à portée de main. Les yeux d'Alan se lèvent d'un coup, la colère flambant tandis que son regard se verrouille sur Nox. Et pour la première fois dans ce duel, la confiance sur son visage commence à ressembler à de la panique portant un masque. Nox soutient le regard furieux d'Alan avec un air suffisant, comme s'il savourait le spectacle. Il va même jusqu'à commenter que ce duel est à lui. Ce qui frustre Alan au point qu'il ne peut que cracher une question confuse, à moitié formée. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? L'esprit de Nox reste tranchant derrière son sourire, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se relâcher une seule seconde. La compétence qu'il utilise a une limite. 5 minutes. C'est toute la fenêtre qu'il a pour finir ça, quoi qu'il en coûte. Mais à l'extérieur, il parle comme s'il s'était ennuyé tout du long. Il dit à Alan et Hats qu'ils se retenaient, que les affronter un par un était pénible parce qu'ils sont, franchement pas impressionnants. Puis il propose une solution. Il leur dit de l'attaquer ensemble. En même temps. Et il le dit comme s'il demandait juste un peu plus d'assaisonnement. Alan et Hats se figent, leur cerveau refusant de traiter une telle audace. Nox tourne la tête vers le chef de famille et demande l'autorisation d'un 2 contre 1 face à ses frères. Le visage de Théodore change, curiosité mêlée de doute alors qu'il jauge l'énergie de Nox. Talia, qui observe, murmure d'une voix tremblante, visiblement inquiète. Elle ne comprend pas ce que Nox fait, ni pourquoi il pousse les choses aussi loin. Mais le chef de famille voit chez Nox quelque chose qui n'était pas là avant. Un esprit combatif. Il décide d'autoriser. Psylla se lève immédiatement, prête à intervenir, mais sa voix ne pèse plus à cet instant. Le chef de famille ne s'y même pas. D'un simple ordre, il donne le signal de départ. Alan se baisse et ramasse son épée tombée au sol, la détermination durcissant ses gestes. Le visage de Hats se tord d'irritation, humilié d'être ainsi, joué, devant leur père. Nox se tient face à eux avec un sourire calme, presque serein, comme s'il allait profiter d'une promenade, pas d'un combat. Hats le prévient de bien se préparer. Et ensuite, les deux frères attaquent en même temps. L'acier s'écrase dans un choc sonore, clair et violent, l'écho rebondissant sur l'arène tandis qu'il se referme depuis 2 angles. L'air semble plus serré, plus chaud, à chaque collision de lame et à chaque pas cherchant la position. Nox garde une posture stable, les épaules souples, l'épée bougeant avec une efficacité propre, maîtrisée. Alan essaie de coordonner en plein échange, indiquant à Hats de mettre la pression sur la gauche. Hats réplique, furieux, ordonnant à Alan de se taire. Même à 2 contre 1, ils arrivent encore à se disputer comme si c'était un talent familial. Nox bloque et part à travers le chaos, rencontrant chaque frappe au bon angle et la redirigeant sans geste inutile. Au milieu de l'échange, un message système apparaît devant lui. Le temps du génie lui a accordé un effet spécial, améliorant sa maîtrise basique de l'épée pour la famille des ténèbres. Un sourire glisse sur le visage de Nox. Ce n'est pas une provocation cette fois, c'est une reconnaissance, comme si une image floue venait de se mettre au point. Timing parfait. Il repère une ouverture et contre-attaque vite. Sa lame traverse l'intervalle et touche l'épaule d'Alan avec une précision calculée, contrôlée. Le corps d'Alan réagit immédiatement, et les 2 frères commencent à respirer plus fort. Alan et Hats s'allaitent, les épaules montant et descendant, cherchant de l'air. Nox, lui, reste composé devant eux, le visage calme, presque injustement stable face à leur épuisement tremblant. Talia s'inquiète toujours pour Nox, se penche et l'appelle par son nom. Mais lui, pendant ce temps, observe les yeux des jumeaux, lisant leur confusion sans qu'ils aient besoin de parler. Ils essaient de comprendre comment la honte de la famille est devenue ça. La voix de Nox tranche leur silence, leur ordonnant de ne pas perdre le focus. Puis il repart à l'attaque. Et au milieu de tout ça, malgré l'enjeu, il ressent une joie réelle, rien qu'à tenir l'épée. Un sourire s'étire sur son visage alors qu'il frappe à nouveau. Le mouvement est assez rapide pour arracher des regards écarquillés dans le public.
Même depuis les côtés, le changement paraît impossible. Hats essaie d'encaisser, essaie de bloquer, mais l'instant s'effondre sous lui. Il perd l'appui et tombe au sol, vaincu. Un battement plus tard, Alan et Hats sont tous les deux à genoux, les dents serrées, la frustration suintant dans leur respiration. Un message apparaît devant Nox. Temps du génie terminé. Au moment où la compétence retombe, le poids du combat le frappe comme un coup différé. Nox reste debout, victorieux, mais sa respiration devient lourde, son corps révélant la fatigue qu'il cachait tant que le temps était ralenti. Psylla crie depuis sa place, la voix serrée par l'inquiétude pour ses fils. Nox ne lui répond pas. Il tourne plutôt les yeux vers l'arbitre, demandant silencieusement si c'est terminé. L'arbitre confirme. Puis il l'annonce officiellement à la foule: Nox von Lienhabe est le vainqueur. Les mots tombent comme un marteau. Les mains d'Alan se referment en poing, la colère bouillonnant alors qu'il peine à accepter ce qui vient de se passer. Nox desserre sa prise sur l'épée et tourne son regard vers le chef de famille. Le chef de famille sourit, satisfait. Nox s'incline respectueusement, une gratitude contenue dans le geste, puis annonce qu'il s'en va. Il s'éloigne vers la sortie. Derrière lui, Talia observe avec un regard verrouillé, déterminé, comme si elle avait déjà décidé qu'elle ne pouvait pas le laisser disparaître. Dès que Nox met un pied dehors, son corps le trahit. Une quinte de tout le frappe soudain, assez violente pour le plier en avant. Il baisse les yeux vers ses mains et voit le sang les tacher. La réalisation est immédiate: il a utilisé la compétence trop longtemps. Il connaît le défaut du temps du génie. S'il dépasse la durée, un malus s'active. Un message système apparaît pour le confirmer: son espérance de vie a été réduite de 2 jours et 17 heures. Nox sent le sens de ce chiffre s'enfoncer plus profondément que la douleur. C'est permanent. Ça vole de la durée de vie et le rend plus vulnérable à la maladie. Il reste là, le sang sur les mains, avalant le prix de la victoire. Il lâche quand même un soupir de soulagement, reconnaissant que ça ne soit pas arrivé devant tout le monde. Si quelqu'un l'avait vu s'effondrer comme ça, son admission à l'académie aurait pu être remise en question ou pire. Mais ce soulagement ne dure qu'une seconde. Une voix l'appelle par son nom. Nox se retourne et voit Talia debout là. Elle lui demande s'il est blessé à cause du combat. L'esprit de Nox pique de panique. Encore elle. De toutes les personnes, il fallait que ce soit elle. Et il ne peut pas permettre à Théodore d'apprendre l'existence du malus, pas maintenant, pas après avoir enfin sécurisé le ticket. Avant qu'il ne puisse répondre, Talia parle à nouveau, avouant son choc. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait gagné un duel fraternel alors qu'il a l'air si fragile. Puis Talia rougit d'un coup, gênée, et admet qu'elle l'a mal jugé. Pendant tout le mois, elle l'a vu manier une épée en bois maladroitement, sans jamais le voir brandir une vraie lame. Elle a pensé que sa victoire venait d'un talent éveillé, alors elle est venue lui demander comment il l'a éveillé et comment il l'a entraîné. Puis elle explique ce qui l'a vraiment dérangé. Quand les duels se sont terminés, elle a remarqué qu'il était sur le point de s'effondrer, seul. Et pourtant, elle s'était dit que c'était sa force écrasante qui lui avait permis de battre ses frères. Mais maintenant, dans sa tête, les pensées de Talia changent. Elle comprend que les rumeurs étaient fausses. Nox n'est pas un bon à rien inutile, il s'est entraîné, il s'est poussé, il a travaillé pour gagner, quel qu'en soit le prix. En le voyant tousser, elle tend la main vers lui, lui demandant s'il va bien. Nox réagit immédiatement, repoussant sa main d'un geste sec et lui disant qu'il ne veut pas qu'on le touche. Le mouvement est vif, défensif, et il crée entre eux un espace net, comme une barrière. À l'intérieur, Nox se sent embarrassé. 2 ans à vivre à travers des jeux ne lui ont pas vraiment appris à gérer des interactions humaines réelles. Et le fait que Talia soit le personnage qui finira par le tuer en chaque mot semblable à une marche sur de la glace fine. Le visage de Talia s'adoucit, teinté de tristesse. Elle voulait juste s'excuser. Nox, déstabilisé, demande pourquoi elle s'excuse, tout simplement. Talia explique son erreur. Elle a entendu dire que son corps était faible depuis la naissance, alors elle a supposé qu'il se concentrait uniquement sur l'endurance et qu'il ne prenait pas l'épée au sérieux. Maintenant, elle comprend qu'elle l'a jugé à tort,
et elle admet que passer pour un bon à rien n'était probablement pas un choix délibéré. Elle mentionne même la leçon d'Emma: les gens peuvent se tromper sur les autres, et ces malentendus peuvent être cruels. Knox reste là, à écouter. Il ne sait pas quoi dire, parce que son honnêteté est vraie. Et cette sincérité correspond exactement à ce dont il se souvient de son personnage dans le jeu. Talia a le trait chevalerie, mais elle est aussi la fille d'une famille ducale fière, ce qui signifie qu'admettre avoir eu tort, pour elle, c'est parler une autre langue. Pourtant, elle reste là, avec cette honnêteté douloureuse sur le visage, et Knox comprend qu'elle pensait chaque mot. C'est sincère, et c'est précisément ce qui rend ça dangereux. Knox finit par parler, gardant une voix contrôlée. Il lui dit que si elle le voit vraiment ainsi, alors elle doit garder le silence sur une chose. L'atout. Et le sang. Talia répond immédiatement, la confiance revenant comme une armure qui se referme. Elle promet qu'elle ne dira rien à personne. Knox pèse sa réponse, la jauge, et une petite part de son esprit se détend. Peut-être qu'il n'a pas à craindre que le secret fuite. Du moins, pas par elle. Il se détourne sans traîner, déjà en train de déplacer son poids pour partir. En commençant à marcher, il lui dit de tenir sa promesse. Derrière lui, Talia regarde son dos, les joues rouges, secouées par une tempête d'émotions maladroites qu'elle ne sait pas nommer. Ailleurs, dans le bureau de Théodore. Le chef de famille est assis, la satisfaction dans la voix, heureux de constater que son soupçon initial n'était pas faux. Il se tourne vers Rodwell et lui demande ce qu'il pense du talent de Knox. Rodwell admet qu'il ne comprend pas pourquoi Knox s'est laissé battre auparavant. Mais après avoir observé d'autres garçons de son âge et d'autres jeunes maîtres, Rodwell arrive à une conclusion. Knox est le plus exceptionnel de tous. Théodore acquiesce et va plus loin, soupçonnant que Knox cache peut-être encore davantage de talent. Théodore donne un ordre clair à Rodwell. Surveille Knox de près. Observe tout ce qu'il fait. Mais sans aucune interférence. Rodwell s'incline et l'accepte immédiatement, jurant de l'exécuter avec diligence. Les pensées de Théodore dérivent vers l'épée noire suprême, et vers la question de savoir si Knox a ce qu'il faut pour l'hériter. Puis Théodore reconnaît qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, et il insiste sur l'importance de cette tâche. Rodwell s'incline encore, promettant son effort total. De retour dans la résidence de Knox, un message système apparaît, confirmant la fin de la quête tutoriel et la victoire lors du premier combat. Knox le fixe, réalisant une nouvelle fois que ce monde est réel, mais qu'il fonctionne toujours avec des règles de jeu. Un autre message suit avec les récompenses, 3 points de stats gratuits. Knox s'illumine carrément et lâche qu'il a décroché le jackpot. Puis la réalité le frappe encore quand il se souvient qu'après un mois entier à courir comme un possédé, son endurance n'a augmenté que de 2 points. Il se plaint que le système aurait pu lui donner ses récompenses plus tôt. Il ouvre sa fenêtre de statut et met les 3 points en chance, la poussant à 10. Il raisonne vite: la chance est précieuse dans Iné Lunatique, parce que ce n'est pas une stat qu'on peut grinder à la force de la volonté. D'autres messages arrivent immédiatement, récompense de clear en masse, un bon gacha aléatoire, et un bon d'invocation de compétences à usage unique. Knox se détend un peu, soulagé que le système d'avantage existe encore. Pour lui, ce système, c'est l'opportunité pure et simple. Il décide d'utiliser le gacha tout de suite. Une machine de gacha apparaît devant lui, et la voir de ses propres yeux a quelque chose d'étrangement irréel, comme si l'écran venait d'entrer dans sa chambre. Il saisit la manivelle et la tourne, espérant obtenir quelque chose de rang élevé. Il se souvient des probabilités. Basique et en dessous, chiffon. Normal, blanc. Au grade, or. Le sommet, arc-en-ciel, les primes. Knox prie silencieusement pour au moins un parchemin doré. Puis le résultat tombe. Et il explose de joie, incapable de se contenir. Il ouvre le parchemin, et de nouveaux messages identifient la récompense. Très avancé acquis, main d'oppression de la supériorité. Knox fixe, un mélange d'incrédulité et de bonheur, réalisant ce qu'il vient d'obtenir. L'information s'affiche clairement. C'est une compétence active, rang élevé, sans éléments.
Toute personne ayant une valeur de statut inférieure à la sienne subit une réduction de 20% sur toutes ses stats. Nox sourit encore plus large, en hurlant « J'adore ce jeu. Oui, on est tous passés par là, mon gars. Évite juste de regarder ce que tu obtiens la prochaine fois. » Mais il est quand même ravi que ce soit une compétence de malus. Et même en savourant cette victoire, il se rappelle qu'il y a encore une autre récompense qu'il garde pour plus tard. Une invite système glisse dans son champ de vision, demandant s'il veut utiliser le bon d'invocation de compétences à usage unique. Il ignore l'invite au lieu de confirmer. Il décide de garder le bon jusqu'au moment où Théodore rassemblera tous les frères et sœurs dans le domaine. Ici, le timing compte plus que la puissance. Les pensées de Nox vont vers Grinlien Abbé, le deuxième fils aîné, qui devrait bientôt revenir après avoir terminé son entraînement de chevalier. Il sait ce que cela signifie. Il doit trouver les trésors cachés et régler le problème Grain. Il n'y a aucune place pour le repos. Chaque pas doit être délibéré. Malgré tout, une inquiétude se détache de ses épaules. Il se dit qu'il n'a plus besoin de s'inquiéter de Thalia. Vu son caractère et la promesse qu'elle a faite, elle n'a aucune raison de venir l'approcher à nouveau. Cette confiance dure exactement un jour. Parce que le lendemain matin, Nox trouve Thalia debout juste devant lui. Assez près pour qu'il n'y ait plus aucun moyen de faire semblant que c'est un hasard. Il croise les bras et lui demande franchement pourquoi elle est là, lui rappelant qu'ils ont déjà réglé tout ça hier. Le ton est contrôlé, mais la question est tranchante. Thalia baisse la tête et marmonne quelque chose. Sa voix est si basse que les mots ne lui parviennent pas clairement. Nox incline la tête et lui demande ce qu'elle essaie de dire. Le silence s'étire entre eux. Puis Thalia relève la tête. Ses yeux sont calmes maintenant, sa posture droite, la confiance se verrouillant comme une lame qu'on tire du fourreau. Elle lui demande comment il est devenu si fort en si peu de temps. Et sans détourner le regard, elle lui demande de lui apprendre comment devenir forte, elle aussi. Ainsi se termine l'épisode. Au moment où Nox gagne enfin, et que son corps lui envoie immédiatement la facture. Il aura probablement le ticket pour l'académie, certes. Mais le prix, c'était du sang, de la durée de vie perdue, et un tout nouveau niveau d'attention de la part de gens qui n'ont aucune raison de l'observer d'aussi près. Et maintenant, Thalia, l'héroïne littérale de cette histoire, est devant lui en ne demandant qu'une seule chose, apprends-moi. Ce qui est ironique. Parce que dans l'intrigue originale, c'est elle qui est censée le tuer. Donc la vraie question n'est pas, est-ce que Nox peut survivre à l'Académie d'Élidin? C'est, est-ce qu'il peut survivre au scénario, quand le scénario vient de lui demander des cours? On se retrouve au prochain épisode, et attendez-vous à découvrir de nouveaux manhwas chaque semaine à partir de maintenant.